Bien, bonjour à toutes et toutes. Je vous propose de démarrer. On a un timing voilà, bien précis avec 3 interventions aujourd'hui. Donc je vais, pour ceux qui ne me connaissent pas, René Ciré, directeur général de l'ESA. Donc je suis ravi de vous accueillir en présentiel pour notre 19e leçon inaugurale. Traditionnel événement de rentrée voilà, qui implique de grands intervenants et puis à destination des étudiants et des enseignants sur des thèmes chaque année qui sont différents. Alors avec plus de 120 ans d'expérience, l'ESA forme des techniciens, des cadres, des ingénieurs pour les métiers du vivant en général. Les jeunes qui rentrent aujourd'hui seront en responsabilité dans quelques années. Pour eux, les défis d'aujourd'hui ont d'autant plus de résonance. Changement climatique, préservation des ressources, partage de la valeur sur la chaîne alimentaire, alimentation saine et durable pour l'ensemble de la population. Ainsi, l'école supérieure, dans ce contexte, l'école supérieure des agricultures, se doit être un acteur et est un acteur engagé dans la réflexion sur ces grands enjeux ou transitions, enjeux qu'ils soient environnementaux, climatiques, écologiques, alimentaires, économiques ou sociétaux. Et également, l'ESA doit être un acteur sur l'impact de ces transitions sur les agricultures, en lien avec notre mission de formation des acteurs socio-économiques de demain, mais également en lien avec notre mission de recherche. Alors, le principe de la leçon inaugurale se conduit dans le contexte suivant. Comme il n'y a pas aujourd'hui, qu'il n'y aura pas demain de réponse unique à tous ces défis, la leçon inaugurale est pour nous le moyen d'exposer nos apprenants et nos enseignants également à une multiplicité de points de vue et à la nécessaire diversité des solutions à trouver, à déployer dans les champs de l'agriculture, de l'alimentation, des territoires, de l'environnement et bien d'autres secteurs connexes. C'est donc dans ce contexte et cet esprit que nous sommes heureux d'organiser cette leçon inaugurale. Et les 3 conférences de cette journée sur le thème du changement climatique, conférences qui s'inscrivent pleinement dans les grandes thématiques que porte l'École supérieure des agricultures. Vous en avez une illustration de part et d'autre de cet amphi, et notamment les transitions écologiques et agroécologiques. Cette année, pour ce grand rendez-vous de la rentrée, nous avons le plaisir d'accueillir plusieurs intervenants. Donc, Madame Denoblet-Ducaudray, Messieurs Arnaud Poupart-Lafarge et Monsieur Nicolas Pigano, et bien sûr Monsieur Serge Jacquat, qui ce matin, cet après-midi, nous apporteront leur vue et leur vision sur les faits et grands enjeux du changement climatique, qui nous montreront comment l'occupation des sols rétroagit sur le climat, ou qui nous permettront également de nous projeter à l'horizon 2050 en regardant l'impact des événements météorologiques sur les agricultures. Vous avez le détail du programme juste derrière moi. J'en profite pour remercier également les étudiantes de l'ESA, association associée à l'organisation de cette leçon inaugurale, qui sont engagées doublement dans l'association ESA Alternatives, qui se présenteront tout à l'heure, mais également qui sont engagées personnellement, individuellement, dans la préservation de l'environnement. Ces dernières se présenteront et interviendront lors des sessions réservées aux questions-discussions, et je les en remercie. Je n'oublie pas également de remercier Nathalie Fontaine, notre directrice des départements, et également tous les collègues associés à l'organisation, dans l'organisation de cette leçon. Alors sans plus tarder, j'ai le plaisir d'accueillir et de vous présenter très rapidement nos 2 premiers intervenants pour cette première conférence. Messieurs Arnaud Poupart-Lafarge et Nicolas Pigano, qui sont membres de l'association des Shifters, association qui soutient et assure la diffusion des idées du think tank Shift Project, think tank qui œuvre à la décarbonation de l'économie et qui est présidé par monsieur Jean-Marc Jancovici. Donc vous allez poser en ouverture, messieurs, de cette journée, les faits et grands enjeux du changement climatique en vous concentrant tout particulièrement sur le secteur agricole, mais pas seulement. Et je crois que vous m'avez dit en préambule, hein, c'est un message qui s'adresse aux étudiants aussi bien qu'aux enseignants. Je laisse donc la parole à nos intervenants et je vous souhaite donc à toutes et tous un agréable moment et l'objet c'est aussi de pouvoir échanger, discuter. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à l'issue de ces 3 conférences. Merci beaucoup, je vous laisse la parole et je vous laisse vous présenter également. Merci.
Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Alors, effectivement, Arnaud et moi, nous sommes membres des Shifters, donc ça a déjà été... Non, ça va. Ça marche pas. Voilà, ça marche. Donc nous sommes membres des Shifters. Alors les Shifters, c'est quoi? Les Shifters, comme ça a été dit, c'est une association de bénévoles. Nous sommes quasiment 20 000 en France. C'est une association ouverte à tous qui soutient le think tank The Shift Project qui a été créé et qui est aujourd'hui encore présidé par Jean-Marc Jancovici. Voilà. Donc Arnaud et moi, voilà, on est shifters. Arnaud, il s'y connaît un peu en agriculture. Moi, pas du tout. Je suis juste le shifter qui habite au coin de la rue. Deux remarques préliminaires. La première, c'est que la conférence qu'on vous fait aujourd'hui n'est pas une conférence de sensibilisation, j'ai envie de dire, classique et officielle des shifters parce que le timing était trop serré. Donc on vous a concocté avec Arnaud une petite conférence rien que pour vous. Voilà, et ce qui fait que nous la donnons en notre nom propre. La deuxième remarque, c'est que pour faire cette conférence, nous nous sommes appuyés sur des planches que Jean-Marc Jancovici avait présentées à AgroParisTech au printemps dernier et qui nous a mis à disposition. Donc nous l'en remercions pour cela. On commence par un livre. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, j'ai pas d'action, mais il faut absolument le lire. À titre personnel, si je suis ici devant vous, aux Shifters et en train de vous présenter cette conférence, c'est à cause ou grâce, vous me direz, à ce livre. Voilà. Il paraît qu'il est à la bibliothèque de l'ESA, mais qu'il est toujours réservé. Donc, message ou action climat à faire pour ce début de rentrée, demandez beaucoup plus de bouquins de ce type à la bibliothèque. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet et on va parler énergie et énergie fossile en particulier. Donc les énergies fossiles, comme leur nom l'indique, ce sont des restes de vie ancienne. Voilà, et ils ont un certain nombre de particularités. La première, c'est que ce sont des énergies qui sont souterraines. Alors c'est assez pratique parce qu'en fait, ça ne fait pas de conflit d'usage des sols. Voilà, ils sont en dessous, ça laisse toute la place au-dessus pour faire ce qu'on veut. Et ils ont un deuxième avantage, c'est que ils sont gratuits. Oui, les énergies fossiles sont gratuites, tout comme le vent, le soleil. Voilà, jamais personne n'a payé pour que les énergies fossiles existent. Assez pratique. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces énergies fossiles? Eh bien, on les utilise en les brûlant, donc en les combinant avec l'oxygène de l'air. Ça dégage un petit peu de CO2, je pense que vous en avez entendu parler. Et ce faisant, ça dégage une grande quantité d'énergie. C'est pour ça qu'on les utilise. Et avec cette énergie, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va transformer un petit peu tout ce qui nous passe sous la main, c'est-à-dire des minerais, des sols, des ressources vivantes, enfin n'importe quoi, tout ce qu'on a envie de transformer. Et on va en faire ce que vous voyez là à droite, c'est-à-dire ce que nous on appelle la machinerie mondiale, c'est-à-dire plein de machines, plein d'objets, voilà, enfin tous les objets qui nous entourent, tous les objets que vous voyez, ont été fabriqués de cette façon-là. Et depuis qu'on a découvert les énergies fossiles, ou surtout, enfin on les a découvertes il y a longtemps, mais qu'on les utilise de manière, j'ai envie de dire, industrielle depuis le milieu du 19e siècle, on se rend compte que cette façon de faire a complètement changé nos sociétés. Voilà. La structure actuelle des métiers n'a plus rien à voir avec celle qui était à peu près constante depuis l'Antiquité jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. En particulier, l'émergence de la classe moyenne était quelque chose qui n'existait absolument pas dans les sociétés qui n'utilisaient pas d'énergie fossile. Les loisirs et les vacances, c'est quelque chose qui est complètement nouveau, qui n'est possible que grâce à cette société qui s'appuie sur les énergies fossiles. Les études longues, désolé de vous le dire, mais si on était au XVIIIe siècle, il n'est pas sûr que vous seriez ici dans cet amphi. La santé, voilà, début 19e, l'espérance de vie à la naissance était un peu moins de 40 ans. On a un petit peu gagné depuis. Les retraites, bon, la mondialisation, la concentration urbaine, les banlieues étalées, enfin bref, tout ce qui fait notre monde moderne, en réalité, provient
des énergies fossiles. C'est pas qu'avant ils étaient plus bêtes que nous, hein. Léonard de Vinci, je crois pas que c'était un idiot, mais il lui manquait la source d'énergie qu'on a trouvée dans les énergies fossiles. Alors en fait, il existe une discipline qui s'appelle l'économie, qui essaye d'étudier tout ce mécanisme-là. Le problème de l'économie, c'est qu'en fait, elle ne se focalise que sur ce qui est entouré en rouge, c'est-à-dire la production des biens et des services. Et ça s'appelle le PIB. Mais comme l'économie ne regarde pas le reste et la partie qui est en amont, elle ne se pose pas la question de dire mais est-ce que cette belle histoire, elle peut continuer indéfiniment? Et en fait, la réponse, vous commencez à la voir, c'est-à-dire qu'on commence à se heurter à un certain nombre de limites planétaires. Alors une première dont on entend beaucoup parler, j'ai envie de dire qui est l'objet de cette journée, c'est le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'à force de rejeter du CO2, il n'y a pas que le CO2 dans le réchauffement climatique, mais en l'occurrence, ici c'est du CO2, on va avoir tendance à augmenter l'effet de serre et donc à réchauffer l'ensemble de la planète. Voilà. Alors il y a plein d'autres limites, et il y en a une qui nous intéresse particulièrement et qu'on va regarder un peu plus en détail maintenant, c'est la limite en amont. C'est-à-dire que ces énergies fossiles, voilà, comme on l'a dit, elles sont fossiles, il faut entre 10 et plusieurs centaines de millions d'années pour les régénérer, donc à l'échelle humaine, ce sont des énergies qui ne sont pas renouvelables. Ce sont donc des énergies qui ont un stock fini. Et à partir du moment où ces énergies ont un stock fini, si chaque année on en extrait de plus en plus, parce que le PIB il augmente chaque année, c'est ce qu'on appelle la croissance. Donc ça veut dire que chaque année on produit plus d'objets, donc pour produire plus d'objets on a consommé plus d'énergie. Voilà. Au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Alors on va parler un petit peu d'agriculture. Aujourd'hui, la civilisation de la machine nous a donné un certain nombre d'auxiliaires qui sont beaucoup, beaucoup plus puissants que nos bras. Voilà. Aujourd'hui, les agriculteurs ne cultivent plus, ils conduisent des machines. Si je prends un bête tracteur qui fait 60 kW, 60 kW c'est la puissance de 600 paires de jambes. Donc on peut dire rapidement qu'un tracteur remplace 600 personnes. Une moissonneuse-batteuse de 500 kW, c'est 5000 paires de jambes. Donc ça, j'ai envie de dire, on l'a à peu près naturellement en tête de se dire qu'évidemment la mécanisation est l'un des facteurs qui a fait qu'on a vidé les campagnes et qu'on a besoin de beaucoup moins de personnes pour produire la même, voire plus de quantité de nourriture. Mais il y a un deuxième aspect qu'on oublie souvent, c'est toute la partie engrais et phytosanitaire. Une usine d'engrais, c'est une énorme machine de 200 MW. 2 millions de paires de jambes. Si on voulait fabriquer les engrais chimiques que l'on a aujourd'hui avec les technologies du XVIIIe siècle, il faudrait 2 millions de personnes. Et pour les engrais comme les phosphates ou la potasse qu'on va prendre dans des mines, eh bien on les ramène par des vraquiers qui sont des petites bêtes de 20 MW. Donc là, on a 200 000 paires de jambes qui nagent derrière pour ramener ces engrais à la maison. De manière générale, finalement, c'est toute la chaîne alimentaire qui dépend des machines et donc qui dépend de l'énergie. Voilà. Alors on a parlé de la mécanisation, mais il n'y a pas que ça. Voilà. On a parlé des engrais, donc les engrais, notamment les engrais azotés au départ, ils viennent du pétrole, donc on a des plateformes pétrolières. Si on ne les avait pas, on n'aurait pas d'engrais azotés. On a des vapocraqueurs pour les transformer en méthane, puis ensuite on va les transformer en ammoniac, puis ensuite on va faire toute la chimie correspondante. On a des mines, on l'a dit. Mais on a également toute la chaîne de transport, amont, intermédiaire et aval. Voilà. Il faut savoir aujourd'hui qu'en France, il y a un camion sur 3 qui transporte quelque chose qui se mange, à différents états de finition. Bien évidemment, toute l'industrie agroalimentaire, les emballages, les transports, les frigos, la cuisine, bref. Vous voyez qu'en fait, contrairement à une idée reçue, l'agriculture dépend énormément et essentiellement de l'énergie, et en particulier, quand on regarde ça, des énergies fossiles, et dans les énergies fossiles, du pétrole. Cette dépendance, c'est ça qui a permis qu'aujourd'hui,
dans le budget moyen d'un ménage, le prix de la vraie nourriture, c'est-à-dire le prix de la matière, représente moins de 2% du budget. Alors, ce n'est pas le ticket du supermarché, hein. Ça, le ticket du supermarché, vous payez tout un tas d'autres trucs. Mais la matière première que vous payez, ça représente 2%. Il faut savoir que début 19e siècle, c'était 60%. Donc il faut s'attendre à ce que dans un monde sobre en énergie, on en entend beaucoup parler aujourd'hui, je ne sais pas si tous les politiques qui utilisent ce mot comprennent de quoi ils parlent, le prix de la nourriture va augmenter. C'est écrit, il va augmenter. Est-ce que tout ça va s'arrêter? Ce n'est pas que nous qui le disons. Voilà. Il y a un rapport en 2018 de l'Agence internationale de l'énergie qui a écrit noir sur blanc, c'est un peu passé inaperçu, qu'en 2008, le monde avait atteint son pic de production de pétrole conventionnel et que depuis, ça baisse. Et on sait aujourd'hui que le pic de production, tout pétrole confondu, c'est-à-dire en comptant également le pétrole de roche-mère, le mal nommé gaz de schiste, ou les sables bitumineux, le maximum se situe quelque part entre 2018 et 2020. Bon, il y a le Covid qui est passé par là, qui a brouillé un peu les chiffres, mais c'est globalement l'idée. Et depuis, ça commence à baisser. Alors pour essayer d'y voir un peu plus clair, le Shift Project a fait une étude et a demandé à 3 personnes, un ancien patron de l'exploration de chez Total, un ancien patron de l'évaluation des gisements chez Total et un ancien analyste pétrole de l'Agence internationale de l'énergie, donc des gens qui s'y connaissent un petit peu. Ils leur ont donné une base de données de l'ensemble des gisements pétroliers qui sont dans le monde, qui soient exploités ou pas. Et ils leur ont dit, voilà, pour l'approvisionnement européen, qui est le graphique que vous voyez là, au vu de cette base de données, comment est-ce que vous voyez la production de pétrole dans les années qui viennent? La réponse est sur le graphique derrière. Je ne vous fais pas un dessin, mais globalement, après le Covid, on aura peut-être une remontée un petit peu de la production, mais ça va très vite descendre. Ça va descendre tellement vite au point que, en 2050, la production de pétrole sera la moitié de celle d'aujourd'hui. Ce sera la moitié de celle d'aujourd'hui. La production. Donc autant vous dire que le pétrole qui sera disponible ici en Europe va être quelque chose comme aujourd'hui divisé entre 2 et 10, puisque les pays producteurs de pétrole, évidemment, vont commencer à garder le pétrole pour eux et à moins exporter. Donc dans un monde où la nourriture dépend autant du pétrole qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? 2050, c'est demain. En 2050, vous aurez à peine dépassé mon âge, vous serez encore loin de l'âge d'Arnaud. Mais c'est demain. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas compris, en fait, la crise énergétique qu'on traverse aujourd'hui, ce n'est pas à cause de la guerre en Ukraine. Hein. C'est le début de ça. La guerre en Ukraine, ça a juste été un révélateur. Mais s'il y avait du pétrole à gogo, ça serait un non-sujet. On irait juste l'acheter ailleurs. Pour l'instant, je ne vous ai pas encore parlé de climat. Voilà. Et j'ai l'impression que j'ai déjà bien plombé l'ambiance. Alors, on va parler un petit peu de gaz à effet de serre. Vous avez sur ce graphique les émissions de gaz à effet de serre annuelles depuis 1850 jusqu'à nos jours. Donc on voit que au 19e siècle, on émettait un petit peu, hein, quelques milliards de tonnes de CO2 chaque année. Et puis depuis, au fur et à mesure des différentes améliorations techniques, eh bien, on n'a pas arrêté d'émettre de plus en plus. Vous aurez remarqué qu'aucune technologie n'a fait baisser les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Quand on a commencé à avoir de l'automobile, alors là, ça a commencé à sacrément monter. Et puis, à partir des années 2000, on a la Chine qui a rattrapé un petit peu le niveau de vie tel qu'on le connaît chez nous. Et alors là aussi, on a une belle accélération. L'ensemble du CO2 qui a été émis depuis le début du 19e siècle représente environ 2500 milliards de tonnes de CO2. Et avec ces 2500 milliards de tonnes de CO2, on a déjà augmenté la température moyenne de la Terre de 1,1 degré. Donc le réchauffement climatique, hein, c'est déjà aujourd'hui, hein, vous avez remarqué.
Qu'est-ce qui se passe demain? Bonne question. Si on continue à faire comme aujourd'hui, comme si de rien n'était, on va avoir une courbe qui ressemble un petit peu à ça. Voilà. Alors elle ne va pas s'envoler à cause de ce que je vous ai dit sur la slide d'avant, mais si on suit cette courbe-là, on aura un réchauffement qui sera compris quelque part entre 2,5 et 4 degrés. Si on applique ce que, dans le cadre de l'accord de Paris, les États se sont engagés à faire comme effort, pas l'objectif qu'ils avaient, hein, les efforts qu'ils se sont engagés à faire, on va suivre à peu près la courbe qui est là en violet. Alors vous comprenez un peu cette courbe, ça veut dire, oui, on se met au régime, mais uniquement demain, à partir de 2050. Là, s'il vous plaît, vous nous laissez un petit peu continuer. Si on suit cette courbe-là, on aura quand même une augmentation d'entre 2,1 et 3,5 degrés. Si on veut tenir une augmentation de 2 degrés, on ne parle même plus des 1,5, hein, c'est raté, c'est mort, c'est foutu. Si on veut tenir les 2 degrés, il nous reste que 500 à 1000 milliards de tonnes de CO2 à émettre. Alors sachant qu'on émet 40 milliards de tonnes par an, vous faites le calcul rapidement, ça veut dire que, pardon, ça veut dire qu'il nous reste 20 à 30 ans d'émissions, et puis après, plus rien. On met la clé sous la porte, on éteint, on ferme. On arrête tout. Alors ça, évidemment, c'est pas possible. Parce que si on ne sait pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain aujourd'hui, il n'y a aucune raison qu'on soit capable de le faire dans 30 ans. Donc en réalité, la courbe à suivre, c'est celle du skieur. Il faut commencer maintenant à baisser nos émissions de gaz à effet de serre, et sacrément. Sacrément, ça veut dire 5% par an. 5% par an, c'est ce qu'on a connu juste une fois au moment du Covid. Donc en fait, l'effort qu'il faut faire, c'est un Covid par an. Et tous les ans. C'est-à-dire, cette année, un Covid, l'année prochaine, 2 Covid, l'année prochaine, d'après, 3 Covid, etc. Voilà. C'est la seule solution si on veut tenir les 2 degrés. Alors, toutes ces émissions, elles viennent d'où? Alors, elles se répartissent entre un certain nombre de secteurs d'activité. Vous avez un premier morceau, là, un gros 20%. Vous l'aurez deviné, ce sont les centrales à charbon. Voilà, les centrales à charbon émettent 20% des gaz à effet de serre au niveau mondial. Les 8% suivants, ce sont les centrales à gaz et à fioul. Vous avez ensuite le ciment, avec 4%, 12% pour le reste de l'industrie, 5% pour le chauffage des bâtiments. Alors 5%, vous allez me dire, mais c'est vachement peu. Alors c'est la moyenne au niveau mondial. Évidemment, en Europe et en France, c'est beaucoup plus que ça. Voilà. Mais il y a aussi beaucoup d'endroits dans le monde où on ne chauffe pas. Donc c'est pour ça qu'en moyenne, c'est 5%. Les 15% suivants, ce sont les transports, donc répartis entre la voiture, les camions, les bateaux, les avions. Voilà. Ensuite, on a un gros pavé vert à 18%. Il est vert, c'est l'agriculture. 11% la déforestation et 7% plein d'autres trucs, dont les fuites de fluides frigorigènes et autres. Je vais donc maintenant passer la parole à Arnaud qui va vous préciser ces éléments-là un petit peu plus. Merci Nicolas. Bonjour à tous. Donc moi je suis particulièrement content d'être ici de nouveau, je vais dire, parce qu'il y a exactement 4 ans, j'étais à votre place sur les bancs et je faisais ma rentrée à l'école d'agriculture d'Angers. Donc voilà, donc 4 ans plus tard, je viens vous parler de climat et d'agriculture. Je voudrais préciser le but de notre intervention. On est, vous avez vu avec Nicolas, très rapide sur les sujets. Je dirais quasiment chacune des slides qu'on montre pourrait faire l'objet d'un cours particulier de plusieurs heures. Et notre envie, et ce que je voudrais que vous reteniez, et je m'adresse aussi bien effectivement aux étudiants qu'aux professeurs, c'est que vous saisissiez là-dedans les sujets dont vous considérez qu'il est nécessaire d'approfondir pendant un cursus de formation à une école d'agriculture. Ce qu'on va vous montrer, c'est que les conditions dans lesquelles on va devoir se nourrir dans l'avenir vont être profondément impactées et vont devoir profondément changer. Et ça ne se fera pas si on ne commence pas dans les écoles aujourd'hui à se préparer à ces changements.
Alors, Nicolas vient de nous dire, vous voyez, 18% des émissions de gaz à effet de serre sur l'agriculture, plus 11% sur la déforestation qui en sont directement liés. Et donc, si je zoome maintenant uniquement sur l'agriculture, quels sont les impacts en termes de gaz à effet de serre? Donc cette partie déforestation qui est en fait la pression des surfaces agricoles. Donc j'ai besoin de plus de surfaces agricoles et le moyen que j'ai de gagner de la surface agricole, c'est quelque part dans le monde de déforester. Et je reviendrai dessus, mais ne faisons pas l'erreur de penser que en France, la forêt est plus ou moins protégée. La France importe des surfaces agricoles, on verra comment. Et donc la France provoque de la déforestation à cause de ça. Et l'impact de la déforestation, et donc quand on déforeste, c'est tout le stock de carbone qui était stocké dans la forêt primitive qui est renvoyé dans l'atmosphère. Et cet impact est majeur, c'est les 11 sur les 18 que vous avez vus. Donc on a 40% de l'impact total de l'agriculture qui va dans la déforestation. J'en profite justement pour dire, quand vous allez avoir ici en agronomie des cours sur le cycle du carbone, on fait des cycles du carbone sur des cycles courts. Il est indispensable que vous voyez les cycles longs aussi. Ça, c'est sur des cycles qui sont à plus de 100 ans, puisque il faut plus de 100 ans pour régénérer une forêt. Et puis, il faut connaître aussi les cycles à quelques dizaines de millions d'années, comme a parlé Nicolas, sur les énergies fossiles. Et je rajouterai les cycles à quelques milliards d'années sur l'histoire atmosphérique de la planète, quelque chose que vous devez connaître aussi. Le deuxième point, c'est les émissions de méthane. Donc, le méthane qui vient de la fermentation anaérobie des matières organiques. Deux grosses sources, soit la fermentation en milieu humide, donc tout ce qui est marais et accessoirement d'ailleurs lisier aussi, mais principalement à l'échelle de l'agriculture planétaire, les rizières. Et puis la deuxième dont on va plus parler maintenant, qui est la fermentation entérique des ruminants, et donc pour nous principalement la fermentation des bovins. Troisième point important, les émissions de protoxyde d'azote. Alors en quantité absolue, on envoie plus de CO2 que d'autres gaz dans l'atmosphère, mais comme le méthane est 30 fois plus puissant que le CO2 en termes de gaz à effet de serre, c'est ça qui fait que l'impact du méthane est quasiment équivalent à l'impact du CO2. Et pour le protoxyde d'azote, alors d'où vient le protoxyde d'azote? Il vient de l'évaporation et de la lixivation des ammonitrates. Donc on met de l'azote dans le sol comme intrant, on en met trop, il y en a qui est lessivé, il y en a qui sont évaporés, il s'évapore sous forme de protoxyde d'azote et le protoxyde d'azote est 300 fois plus puissant que le CO2 comme gaz à effet de serre. Et donc peu de protoxyde d'azote est significatif. Et vous voyez qu'à côté de ça, finalement le gasoil de votre tracteur ne fait que 4% des émissions, et comme on va le montrer juste après, ce n'est pas les émissions les plus graves. Alors, je reviens sur mon thème de la déforestation. Pourquoi avons-nous tant d'impact sur la déforestation? En fait, on a un phénomène qui est le fait que nous ne sommes pas autonomes en matière d'alimentation. Nous nourrissons la population française avec une grande partie de matière importée. Et dans cette matière importée, il y a celle dont on sait qu'elle vient de l'étranger systématiquement, parce que quand on achète du chocolat, du café, des bananes ou des kiwis, enfin encore que les kiwis maintenant sont faits ici, mais d'autres fruits exotiques, on se doute bien, on comprend bien qu'ils viennent de l'étranger, et que donc là on importe des surfaces agricoles. Non seulement il y a le transport, mais il y a la surface agricole. Mais le plus important, c'est nous nourrissons nos animaux d'élevage avec des protéines qui viennent de l'étranger. Plus des trois quarts de la nourriture de nos animaux d'élevage vient de l'étranger en France. Et donc en fait, la surface agricole française, si on voulait faire le total, il faut prendre non seulement toutes les surfaces cultivées en France, mais il faudrait prendre aussi toutes les surfaces qui sont au Brésil, en Inde ou en Afrique, et qui produisent des protéagineux, principalement du soja, pour nourrir nos animaux. D'accord ? Et donc forcément, quand on augmente les surfaces agricoles dans ces pays-là, ça déforeste dans ces pays-là. Et il ne faut pas dire que c'est le Brésil qui déforeste l'Amazonie. Non, c'est ceux qui achètent du soja qui déforestent l'Amazonie. OK, sur ce point. Le point suivant, c'est donc, une fois que j'ai dit ça, est-ce que j'ai des différences entre les différents types d'aliments et quelle est ma liberté de choix dans mon assiette et quel est l'impact sur mes émissions de gaz à effet de serre. Et donc évidemment la réponse est directement liée à ce que je viens de dire la fois d'avant,
C'est-à-dire que selon ce que je mets dans mon assiette, ça va avoir un impact sur les émissions de gaz à effet de serre qui va être éminemment variable. Et donc la viande, donc tout ce qui vient de l'élevage, émet beaucoup plus que le végétal, principalement parce que le végétal est surtout local, pas que. Si je mettais du chocolat, par exemple, j'aurais le chocolat qui serait quelque part entre le cochon et puis la vache, hein, puisqu'il est éminemment importé. Mais vous voyez bien que donc on a la viande de ruminant qui est de très loin la plus émettrice, hein, de gaz à effet de serre, 100 fois plus qu'un végétal direct. Les autres viandes des monogastriques sont 7 fois moins que la viande des ruminants. Et puis les produits laitiers sont à peu près équivalents aux autres viandes des monogastriques. Pourquoi? Parce que en fait, c'est de la viande de ruminant diluée, si je puis dire. Voilà, une vache de 500 kg pouvant produire 8000 litres dans l'année, vous pouvez diluer l'impact sur plus de litres de lait. Donc ça, c'est très important, et l'impact est important. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur que vous le gardiez dans la tête, 1 kg de viande de rouge, 1 kg de viande de vache, c'est Paris-Angers en voiture, en termes d'émissions de CO2. Voilà. Ça vous donne à peu près l'équivalent. Alors si je reprends effectivement ma vache, et que je me demande où est-ce que ma vache a commencé à émettre des gaz à effet de serre, et que je reprends l'ensemble du cycle, mais c'est juste pour se remettre ça en tête, hein. Donc une vache, c'est d'abord une demande en surface agricole, donc c'est à l'origine forcément une pression sur les surfaces agricoles, une pression de déforestation. J'ai besoin d'une production importante de nutriments, hein, tous les compléments. Alors on pourra parler après des différents régimes d'élevage, mais là je vous parle de la vache française dans son ensemble, donc l'ensemble de l'élevage bovin en France et de la consommation d'élevage bovin en France. Donc j'ai besoin de surface pour nourrir ma vache. Évidemment, ces surfaces demandent de la mécanisation et des intrants chimiques. Pendant ce temps, ma vache continue de ruminer et d'émettre du méthane tous les jours que Dieu fait. Quand je finis par consommer ma vache, j'ai des dépenses énergétiques dans mes abattoirs, dans mes usines de transformation et surtout de conservation, puisque la viande doit être conservée à 2 degrés, comme vous le savez, et que ceci est aussi consommateur d'énergie. Puis on rentre dans le système de consommation d'énergie dont a parlé Nicolas précédemment, le transport, la distribution et la consommation. Je reviendrai sur la consommation. La consommation est un point important puisque au bout de la chaîne de consommation, on a le déchet ultime et en particulier tout le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire qui compte en France pour environ 1/3 de l'alimentation produite, 1/3. Et donc c'est 1/3 de l'alimentation pour lequel j'ai payé en pollution toutes ces émissions-là pour rien du tout. Voilà. Et donc ce cycle-là de l'élevage aujourd'hui consomme environ les 2/3 de la surface agricole mondiale. Hein, donc la pression sur la déforestation en bout de chaîne est forcément très forte. Alors si maintenant je regarde les autres viandes, non seulement elles sont différentes dans leur montant total de gaz à effet de serre, mais aussi dans leur composition, puisque donc, si j'ai de la viande bovine, donc j'ai de la fermentation entérique, c'est d'abord une question d'émission de méthane. C'est vrai aussi sur les produits laitiers, mais il faut aussi que je traite les autres sujets, et donc en particulier donc, la consommation des intrants qui vont rentrer dans les champs de production pour aliments. Alors dans les animaux qui sont les monogastriques, que ce soit les porcs ou les volailles, qui sont généralement en habitat beaucoup plus concentré, donc qui dépendent beaucoup plus d'aliments qui sont produits à l'extérieur par rapport à des vaches que je peux mettre au pré. Et donc la consommation d'intrants, que ce soit les engrais ou la mécanisation dans ces champs, est la production principale. Je ne vous fais pas le détail par animal, ça c'est un point aussi que vous pourriez étudier ici, mais j'insiste aussi sur les éléments de sortie. Hein. Il faut travailler sur la circularité de nos productions, et donc en particulier le traitement des déchets, les fumières et les lisières,
qui sont à la fois aujourd'hui des générateurs importants de gaz à effet de serre, mais qui peuvent être demain aussi des éléments de solution à travers des méthaniseurs où justement on va récupérer les méthanes de fermentation et by the way aussi prendre le CO2 et parquer le CO2 pour une réutilisation ultérieure du CO2. On pourra revenir dessus si vous avez des questions aussi tout à l'heure. Alors je vais aborder maintenant un point qui est un peu compliqué et là j'aimerais bien qu'il y ait des profs dans la salle qui se saisissent de ce sujet-là parce que je pense qu'il est absolument critique par rapport à ce que Nicolas a dit auparavant. On a une agriculture aujourd'hui qui est shootée massivement aux énergies fossiles. Et donc il va falloir reconcevoir une agriculture pour demain qui puisse largement s'affranchir des énergies fossiles. Et ça, on n'y arrivera pas si on ne sait pas déjà faire un bilan énergétique de ce que consomme l'agriculture. Alors il se trouve justement, on en parlait juste avant, en 2018, j'ai participé à quelques travaux du Shift Project, c'était pendant d'ailleurs que j'étais élève ici, et j'ai eu la chance d'assister à la présentation d'une thèse de messieurs Archaoui et Chatzimpiro sur l'intensité énergétique de l'agriculture. Alors je vais passer un petit peu de temps sur ce slide, même s'il est compliqué, on regardera ce qu'on y voit. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit depuis 1880, vous avez en bleu une production primaire agricole qui a été réalisée par des agriculteurs dont la consommation propre est en jaune. C'est la consommation de la ferme. Et en gros, c'est l'agriculteur, son cheval, son bœuf, ce qu'il consomme. Tout est mis sur une même échelle en consommation d'énergie. C'est-à-dire qu'on prend les calories que vous mangez tous les jours. Donc là, on prend les calories que mange l'agriculteur, son cheval, son bœuf, tous les jours. Et vous voyez que ceci est assez constant jusque dans les années 1940, c'est-à-dire jusqu'à l'apparition de la mécanisation. Puisque tant qu'on n'était pas mécanisé et qu'on était avec les jambes dont nous parlait Nicolas, on avait une consommation énergétique qui était relativement stable et donc une production primaire qui, hors période de guerre, était aussi relativement stable. Une fois qu'on a retiré de cette production primaire la consommation pour les animaux pour générer de la viande, et je vous rappelle, c'est à peu près les 2/3 qui sont consommés par les animaux, le surplus, donc la production nette agricole, qui est la courbe rouge, était à peu près équivalente à la consommation de la ferme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aviez une population dans laquelle vous deviez avoir un agriculteur pour un non-agriculteur. Et vous aviez donc 50% de la population qui était agriculteur. Pendant une période, on aurait pu tirer le trait depuis l'an 0 jusqu'à l'an 1900. C'était à peu près pareil. Quand on produit sans apport d'énergie extérieure, on arrive à produire environ 1 pour 1, enfin 1 pour 2. L'agriculteur arrive à nourrir une autre personne. Okay, la famille de l'agriculteur, une autre famille, on va le dire pour être correct. Qu'est-ce qui se passe à partir de 1940? On a le développement de la mécanisation. Et le développement de la mécanisation a induit une productivité énorme. Vous voyez que la consommation propre de l'agriculteur chute jusqu'au centième de ce qu'elle était auparavant. Pourquoi? Parce que les animaux de trait ont disparu. Or, un cheval de trait, ça émet du CO2 toute la journée, que ça bosse ou que ça ne bouge pas. L'avantage du tracteur, au moins, c'est qu'une fois qu'on a fini, on coupe le moteur. Bon, il consomme beaucoup quand ça tourne, mais il ne tourne pas si long. Et donc, maintenant, vous avez un agriculteur pour environ 100 personnes. Donc, on a eu un x100 en productivité de l'agriculteur, mais ça, c'est grâce au shoot au gasoil. Donc s'il n'y a plus de gasoil, il va falloir se poser la question de la productivité de l'agriculteur. Et puis, à partir des années 1960, une fois que cette vague de mécanisation est arrivée, on a eu une vague de développement des engrais de synthèse. Et on a commencé à avoir un deuxième shoot, là qu'on n'a pas mis dans le tracteur, mais qu'on a mis dans le sol directement. Mais ça aussi, c'est un shoot aux énergies fossiles, puisque comme l'a rappelé Nicolas, l'ammonitrate est aujourd'hui produit par craquage de méthane. Et donc, en bleu foncé, vous voyez sur ma courbe, tout l'apport d'énergie qu'on a mis, soit avec les énergies qui sont venues pour la mécanisation, soit pour les engrais.
Pourquoi je le mets en dessous de 0? Parce que c'est des énergies qui viennent du sous-sol, et donc c'est des énergies qui n'ont pas participé à la pression sur les surfaces agricoles. Donc il y a vraiment là, il faut bien comprendre la double gratuité qu'on a aujourd'hui dans l'agriculture, d'avoir accès à la fois à des énergies qui, quand on les prend dans le sol, on ne paye rien à personne, on paye bien à la personne qui fait le trou dans le sol pour aller les chercher, mais on ne paye pas le puits de pétrole, on ne jette pas des pièces dans le puits de pétrole pour lui compenser d'avoir pris le pétrole. Donc on a la matière première gratos, et en plus, elle vient du sous-sol, donc on n'a pas besoin de lui mettre des champs à disposition, comme on avait besoin quand on avait un cheval ou un bœuf pour tirer la charrue. Là, il fallait qu'on lui donne un champ pour qu'il puisse bouffer. Et ce n'est plus le cas. C'est plus le cas maintenant. Et donc la question à se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer si jamais on devait revenir à une situation différente? Et donc qu'est-ce qui se passe là si je remets mon bleu foncé au-dessus? C'est-à-dire que je dis, il va falloir que je puise, je n'ai plus de fossiles et je vais puiser dans ma biomasse, dans ma production primaire qui est tout en haut, je vais puiser dans ma biomasse la quantité nécessaire d'énergie pour produire. Et là, vous voyez la courbe bleu clair qui est juste le reflet de celle du bas, mais transformée en biomasse au-dessus. Et vous voyez que la biomasse dont j'ai besoin est à peu près égale à toute ma production agricole. À toute ma production agricole. C'est-à-dire que la solution que j'ai, c'est de prendre toute ma production agricole et de l'utiliser pour faire tourner mon tracteur et pour faire des engrais et pour le mettre dans le champ, pour refaire de la production agricole. Donc j'ai une agriculture qui tourne en canard et je nourris plus personne sur la planète. Je pense que cette conclusion mérite réflexion. Voilà. Donc il est important de bien comprendre les impacts qu'on a devant nous. Qu'est-ce que ça veut dire de dire d'ici 2050, on veut une agriculture décarbonée? Avec les systèmes d'aujourd'hui, une agriculture décarbonée, ça veut dire une agriculture qui ne nourrit plus personne sur la planète. Or, l'agriculteur, ça peut être une solution. Voilà, donc sujet à reprendre. Bon, je vais maintenant passer rapidement sur la suite. Je voudrais maintenant nous remettre dans une position de consommateur. Enfin, on alterne hein, dans la présentation, on a plusieurs rôles, hein, chacun. On est consommateur, là je vais en parler, on est citoyen, on participe à des associations. On est aussi producteur parce qu'on a chacun un métier. Donc il y en a qui sont dans ce métier-là, il y a des enseignants, vous êtes étudiant, votre boulot c'est de vous former. Donc je pense que j'essaye de parler à toutes ces fonctions-là de façon un petit peu mélangée, mais j'espère que les messages vont passer. Aujourd'hui, si vous êtes consommateur en France, vous émettez environ 10 tonnes de CO2 par an. La réalité, c'est selon que vous êtes plus ou moins sobre, faites plus ou moins attention, c'est très variable. Ça va plutôt de 3 à 30, mais la moyenne d'un Français, c'est 10. Vous vous rappelez la courbe du skieur qu'a montré Nicolas. Si on veut tenir les objectifs de Paris, à combien doivent descendre les 10? Les 10 doivent descendre à 2. On fait des exercices avec l'association de qu'est-ce que ça veut dire être à 2 tonnes. Mais de 10 à 2, on doit tous en moyenne diviser par 5 notre impact en tant que consommateur. Et donc, au bout de la chaîne alimentaire, puisqu'on parle ici de nourrir la planète, au bout de la chaîne alimentaire, il y a nous qui mangeons. Et comment est-ce qu'on va faire pour passer de 10 à 2? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur notre chaîne alimentaire? Donc, ce que je veux vous retenir, c'est juste, voilà, à l'intérieur de nos 10 tonnes, il y a environ un quart, on a vu, qui est dû à ce qu'on mange. À l'intérieur de ce quart, il y a environ la moitié qui est due à notre consommation de viande de ruminants. Et donc, je vais être rapide, mais je vous demande juste de retenir ces 3 points. La première chose, c'est qu'il va falloir réduire la consommation de viande de ruminants. Là, c'est en tant que consommateur. La deuxième chose, c'est, on a parlé de la pression de l'alimentation importée. Il faut manger du local. Et manger du local, ça veut dire manger du produit de saison. Hein, parce que si vous voulez des fraises en hiver ou des oranges au mois de juillet, forcément, ça viendra de l'autre bout de la terre. Et donc,
Et puis, manger de saison, ça évite aussi d'avoir des aliments qui sont restés dans des congélos ou des frigos pendant 6 mois. Et puis enfin, c'est réduire le gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est les 3 sources importantes. Le Shift a calculé que, en moyenne, on peut, sans changer les habitudes alimentaires de façon drastique, réduire de 30 à 40% son impact dès aujourd'hui, en appliquant ces 3 principes. Voilà les quelques ouvertures que je voulais faire sur la partie agricole. Si vous avez des questions, on pourra les traiter tout à l'heure. Je vais repasser la parole à Nicolas pour vous présenter un peu plus généralement donc, les travaux qu'on a menés sur la réduction donc de l'impact et des gaz à effet de serre de l'économie française. Alors effectivement, la question c'est so what? C'est quoi la solution? Alors Shift Project a travaillé pendant les 2 années du Covid sur un autre bouquin, même remarque que tout à l'heure sur la bibliothèque, qui s'appelle le plan de transformation de l'économie française, ou PTEF, parce que plan de transformation de l'économie française, c'est un peu long à dire. Alors c'est quoi ce PTEF? Ce PTEF, c'est à la base finalement un programme politique en marque blanche, avec un certain nombre de propositions voilà, très pragmatiques qui peuvent être mises en œuvre dès maintenant. Quand on dit mise en œuvre dès maintenant, ça veut dire que en réalité, c'est à la main des politiques en France. Pas besoin d'attendre que les autres fassent quelque chose ou que l'Europe. Voilà, ce sont des propositions très concrètes. Comment ça a été construit? C'est ça un des points importants. Ça a été construit avec une vision systémique. Alors systémique, ça veut dire qu'on n'a pas pris les sujets indépendamment des uns des autres. C'est-à-dire qu'on a essayé de voir tous les domaines ensemble, sous la forme d'un système. Si je vous donne un exemple, si on dit qu'il faut passer tout le monde en voiture électrique, exemple idiot, mais il faut s'assurer qu'on ait suffisamment de centrales électriques pour les charger. Voilà. Et si on dit il faut faire de l'hydrogène vert, c'est la même chose, ça va consommer encore plus d'électricité. À quoi va servir l'hydrogène? Si j'en veux pour faire des engrais, j'en aurai plus pour les voitures. Si j'en ai mis pour les voitures, j'en aurai plus pour la sidérurgie. Voilà. Donc c'est vraiment la vision systémique de ce plan. Deuxième point, c'est l'emploi au cœur du dispositif. Voilà. Ce PTEF ne parle pas d'euros, ne parle pas de finances, ne parle pas de combien ça coûte. Il parle uniquement de flux physiques et de compétences. Voilà. On a vu la situation, on a vu les défis qui nous attendent. La première question, c'est pas de savoir combien ça va coûter. La première question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Voilà. Donc le PTEF apporte une réponse à qu'est-ce qu'on peut faire pour justement décarboner l'économie. Et l'emploi au cœur du dispositif, parce que le point important à la fin, c'est que chacun d'entre nous puisse avoir un emploi pour subsister. Et enfin, dernier point important dans la manière dont il a été construit, c'est que ce n'est pas un travail qui a été fait par quelques ingénieurs dans leur coin. Chacun des domaines du plan de transformation de l'économie française a été pensé par des spécialistes du secteur. Alors ces domaines, ils sont au nombre de 15 et ils sont globalement divisés en, d'une part, en un certain nombre de domaines qui suivent un découpage classique des émissions. Voilà. Donc vous allez voir l'agriculture, l'énergie, l'industrie, la mobilité, l'habitation, l'automobile, etc. Et puis un certain nombre de domaines transverses que vous voyez en bas, où on va retrouver ville et territoire, emploi, santé, culture, finance, administration publique. Voilà. Le but, c'est vraiment d'avoir une vision à 360 sur l'économie pour pouvoir arriver à proposer des solutions globales. Alors au final, si on suivait ce plan, on arriverait à quoi ? Vous avez ici, sur ce graphique, les émissions de gaz à effet de serre en France en 2022. Voilà. En 2027,
Alors 2027, ça a été fait parce que le plan est sorti juste avant les présidentielles. Donc c'était une façon de dire, si vous prenez des mesures maintenant, voilà en 2027 où on en sera. Voilà, donc pour 2022-2027, ce sont des mesures très concrètes. Et à partir de 2027, personne n'est devin, mais le PTEF propose une feuille de route et une méthode pour pouvoir arriver à réduire les gaz à effet de serre jusqu'au niveau proposé ici en 2050. Alors il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas de magie. Hein. C'est-à-dire que les réductions qui sont là ne sont pas uniquement des solutions technologiques. C'est d'abord et avant tout de la sobriété. La sobriété, ça veut dire quoi? Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de politiques qui l'emploient. La sobriété, c'est une façon de dire il faut faire de la décroissance. Mais comme le mot décroissance fait peur, on emploie le mot sobriété. Mais c'est la même chose. La sobriété, c'est de la décroissance voulue. Et qu'on oppose, nous, au Shift Project, à la pauvreté, qui est une décroissance subie. Mais on l'a vu, de toute façon, que les énergies vont diminuer. On l'a vu pour le pétrole. Le gaz, c'est la même chose que le pétrole, mais décalé de 10 à 15 ans. Donc globalement, la disponibilité de l'énergie va baisser. Et si la disponibilité de l'énergie va baisser, la décroissance est inévitable. À nous de choisir si on préfère la piloter ou si on préfère la subir. Donc ici, on voit le mix énergétique français en 2022. Le mix énergétique total. Donc vous avez en jaune orangé en bas le mix électrique. Le gros pavé noir, ce sont les liquides fossiles, donc le pétrole. Tout ce qui est rayé en noir en haut, c'est le gaz. Voilà. Donc le gaz et le pétrole, ça va disparaître. Et on va arriver en 2050 à ce mix énergétique-là, où on voit que la partie électrique a un petit peu augmenté, notamment grâce aux énergies renouvelables. Et on a une partie verte entre les deux qui a également augmenté, et là qui va être toute la biomasse et méthanisation. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir de ce graphique, c'est surtout qu'on sera capable de réduire les gaz à effet de serre au niveau auquel il faut les réduire, uniquement si on passe par un énorme effort de sobriété. Et donc vous voyez une baisse de quasiment la moitié de l'énergie que l'on consomme aujourd'hui. Je laisse Arnaud maintenant détailler le plan sur la partie agriculture. Oui, donc je voulais, juste pour terminer, partager avec vous donc quelques pistes qui ont été relevées par le travail sur l'agriculture. Donc, c'est quelques pistes à partager. Ce qui est intéressant, c'est que vous refassiez le travail et que vous trouviez d'autres idées. Parce que, comme on a dit, c'est une transformation qui est radicale. Un point préalable, c'est que je trouve que le secteur agricole, donc, qui a une responsabilité très forte dans les émissions aujourd'hui, il a demain une double responsabilité, à la fois de réduire ses propres émissions, mais aussi il participe à la solution des autres, puisqu'on est un des rares secteurs qui peut proposer du captage positif de carbone. Et donc, par de la réintroduction de carbone dans les sols, en particulier par la forestation, hein, et donc les replantations d'arbres. Et donc, capter nos émissions et en proposer des sources d'énergie. J'ai parlé de la méthanisation, par exemple, tout à l'heure. Donc c'est un point qui est important, et on voit que la responsabilité est forte, hein. Donc on fait un quart des émissions, comme je l'ai dit, mais le shoot aux énergies fossiles, donc là, parce qu'on est beaucoup moins électrifié dans la production de nourriture que d'autres industries qui marchent plus à l'électricité, hein. Dans les fermes, on a dit c'est le gasoil dans le tracteur et puis les engrais. Donc ça, c'est vraiment du pétrole brut. Et donc on fait 3/4 des consommations d'énergie fossile. Les autres, ils utilisent plus d'électricité. Et donc ils ont toujours cette facilité de dire j'ai qu'à prendre de l'électricité renouvelable, même quand il n'y en a pas. Donc cette responsabilité est importante. Et puis donc au total, on est 1 500 000 dans la filière, hein, donc entre toutes les personnes qui travaillent directement dans la production primaire, mais toute la transformation et toute la distribution. 1 500 000 emplois. Et comme a dit Nicolas, on s'est attaché dans le PTEF, donc dans le bouquin, à analyser l'économie sous cet angle-là, c'est-à-dire de dire, si on a 40 millions d'emplois en France, comment on redistribue les emplois et les compétences dans un monde qui est décarboné.
Et donc, quelques pistes de réflexion. Quelques pistes de réflexion. Donc, développer effectivement les plans de souveraineté alimentaire. Vous allez en entendre parler pas mal en ce moment dans le domaine public, mais il faut que ce soit vraiment quelque chose qui passe dans les actes. Qu'est-ce qu'on fait pour retrouver de la souveraineté alimentaire? Je vous ai parlé tout à l'heure d'autonomie protéique, c'est-à-dire de rapporter en France, et donc une petite réflexion sur notre agronomie. Pourquoi la France? Parce que les Français aiment bien manger des baguettes de pain, c'est devenu la reine de la production de céréales et on a les meilleurs rendements en production de blé. Mais nos rendements en protéagineux, ils n'ont pas bougé depuis 40 ans parce qu'on n'a pas mis le même effort de développement en agronomie d'un côté que de l'autre. Et donc, du coup, on a préféré acheter du soja brésilien, accessoirement du soja OGM. L'autre point dont on n'a pas encore parlé, c'est l'adaptation au changement climatique. Donc, Nicolas vous a dit gentiment 1,5 degré, vous oubliez. Je rappelle qu'on est à 1,1 aujourd'hui. 1,1 sur la planète, sans doute 1,6, 1,7 en France. Mais qu'avec juste ce 1,6, 1,7 en France, il fait déjà 40 degrés à Brest cet été. Donc, et qu'on était en période de sécheresse en Bretagne et dans les Pays de Loire pendant tout le printemps. Donc il faut redéfinir qu'est-ce que va être notre paysage agronomique à plus 2, plus 2,5, plus 3 qu'on va avoir d'ici 2050. Il va falloir revoir les techniques d'élevage entièrement pour pouvoir assurer leur autosuffisance alimentaire pour leurs animaux, ce qui va forcément induire aussi une décroissance du cheptel. Et puis surtout, il va falloir renouveler la génération des agriculteurs, puisque actuellement, on a environ 10% des agriculteurs, enfin tous les 5 ans, c'est 10% des agriculteurs qui prennent leur retraite. Donc on est devant un renouvellement de génération important. C'est pour ça que vous, les élèves ici, vous avez une responsabilité importante d'en définir ces nouveaux systèmes de culture et après mettre les bottes et retourner dans les champs. Et voilà ce qu'on attend de vous. Et c'est tout ce que je vais vous dire pour aujourd'hui. Voilà. La transformation à la fin, si on essaye de savoir à combien, quel type de transformation on va avoir, ça peut être massif. On va avoir vraisemblablement donc une décroissance forte de la partie élevage de ruminants, mais une reconception totale de nos agronomies dans les 30 ans à venir. Et donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et vraisemblablement, comme j'ai montré tout à l'heure, que cette hyperproductivité qu'on a aujourd'hui, de ce rapport de 1 à 100 vient d'une mécanisation et de cet apport massif des énergies fossiles. Si on supprime cet apport massif des énergies fossiles, on va baisser la productivité. C'est ce que Nicolas disait tout à l'heure. La part de l'alimentation propre, de la source alimentation dans la facture globale va augmenter et ça va nécessiter un nombre d'emplois en croissance importante. On estime qu'il faudra sur la filière environ un tiers d'emplois en plus, c'est-à-dire que ça devrait passer de 1,5 million à 2 millions d'emplois. Donc l'école peut recruter encore. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et maintenant, Nicolas et nous, alors je regarde l'organisateur qui nous laisse 3 minutes de questions-réponses. Et ben voilà. La première gagne le monde sans fin. Merci beaucoup pour ce panorama global qui a repris. Alors, pas facile l'exercice, mais en tout cas, vous avez été assez complet en allant sur de l'épuisement des énergies fossiles, aux impacts de l'agriculture sur les gaz à effet de serre, et puis les préconisations et les solutions, aussi la responsabilité des citoyens et des consommateurs. Donc merci beaucoup. Je vais laisser la parole aux étudiantes qui vont se présenter de l'association Les Alternatives et qui vont animer la session de discussion. Nathalie, je crois que tu nous avais prévu une 15 à 20 minutes. J'en profite aussi pour saluer et rappeler que cet événement sera aussi retransfusé sur YouTube, mais également retransmis en direct et en live sur notre deuxième site
à Saint-Quentin-en-Yvelines, à Guyancourt. Voilà, et je salue les étudiants et Fabienne, la responsable du campus, voilà, qui nous suit aussi à distance. Voilà. Puis je remercie aussi Diane, la grande organisatrice, voilà, également, qui a accompagné Nathalie pour l'organisation de ces leçons inaugurales. Mesdemoiselles, je vous laisse la parole, je vous laisse vous présenter. Donc on a à peu près 15 minutes, 15-20 minutes. Bonjour, merci beaucoup déjà, c'était très riche en connaissances, alors merci à vous deux. J'en profite du coup pour nous présenter. On fait partie, Camille et moi, Mathilde Liado, de l'association ES Alternatives. Donc c'est l'association de l'école qui prend son élan chaque année vers des projets vertueux en lien avec l'environnement et l'écologie. Donc si vous avez des projets en lien avec ces thématiques, on est preneur d'idées et puis on fera germer ces petites idées. Donc à vous étudiants, professeurs, administration et aussi public extérieur, venez vers nous et on fera germer ces idées. Alors j'avais une question. Face à une démocratie croissante chaque année, est-ce que nous, jeunes agronomes et peut-être futurs agriculteurs, est-ce qu'on arrivera à remettre en place ces paires de jambes pour remplacer ces machines et revenir à un système d'avant? Est-ce qu'on arrivera à subsister à nos besoins alimentaires en changeant de système alimentaire et d'agriculture? Je ne vais pas forcément répondre à la question, parce que le but, c'est vraiment de vous sensibiliser au fait que la situation d'aujourd'hui ne peut pas durer. Et elle ne va pas durer. C'est-à-dire que même si on voulait qu'elle dure, elle ne pourrait pas durer. Donc il faut réinventer. La question n'est sûrement pas de revenir à 1850. D'abord, on ne va pas revenir à un agriculteur à 1 pour 1. On ne va pas revenir à 50% de la population dans les champs. Et puis ça ne fonctionnerait pas, parce qu'en 1850, on n'était pas 60 millions. Il faut qu'on trouve un système qui soit productif. La question n'est pas de dire on va revenir à un système non productif. Il faut qu'on reste sur un système productif. Et puis ensuite, on va être dans des conditions agronomiques, climatiques, pédoclimatiques qui vont être totalement différentes de ce qu'était la France il y a 100 ans, en termes de régime de pluie, régime de chaleur, etc. Donc en fait, tout est à réécrire. Tout est à réécrire. Et il n'est pas question de nier les apports de la science, de la technique, etc. Il est question juste de dire que les solutions qu'on a mises en place sur le dernier siècle, qui ont été des solutions qui sont toutes issues de l'exploitation du pétrole, ne sont plus valables. Donc il faut retravailler les autres. Et donc, moi, ce que j'attends, c'est plutôt du travail, effectivement, des universitaires, des écoles, des chercheurs, et qu'on remette tout ça sur le tapis. Alors évidemment, moi, en tant que professionnel maintenant, je ne l'ai pas dit, je travaille ici pour Terrena, donc pour la coopérative agricole locale. Nous, en tant que coopérative agricole, bien entendu, on doit aussi faire notre job de réécrire tous nos itinéraires culturaux pour dire, voilà, à partir de maintenant, comment on va faire pour dépenser moins en énergie, émettre moins de CO2, émettre moins de N2O, émettre moins de CH4, etc. Mais je pense que c'est vraiment toute la société qui doit comprendre que la situation actuelle ne peut pas durer. Et tout le monde dans sa tête qui doit se dire, finalement, moi, je suis... on est tous consommateurs. Qu'est-ce que je mets dans mon assiette? On est tous producteurs parce qu'on a tous un job. Et donc, dans mon job, qu'est-ce que je change pour que ça participe? Puis, accessoirement, on est tous citoyens. Et donc, qu'est-ce que je fais pour faire bouger la société, quoi? Merci beaucoup. Donc, du coup, à nous tous, on doit tous réécrire l'agriculture. Je passe le micro aux prochaines questions. Bonjour à tous, Niels Struber, étudiant en 5e année. Moi j'avais une question pour vous. Donc on se questionne sur comment agir donc en tant que citoyen, aussi au sein de nos entreprises pour le futur. Et moi la question que je me pose, c'est au niveau des politiques, comment on fait pour faire changer les choses actuellement? Alors, oui. Au niveau du Shift Project, on a coutume de dire que les politiques sont des exécuteurs testamentaires.
C'est-à-dire qu'ils appliquent le programme que leurs électeurs ont envie qu'ils appliquent. Donc les politiques changeront naturellement lorsqu'il y aura suffisamment de gens qui penseront, pour le dire simplement, qu'il est bon de réduire leur pouvoir d'achat, puisque c'est ça dont on parle. C'est-à-dire que le jour où il y aura suffisamment d'électeurs qui se diront « je sais que ça va me faire mal, mais je sais qu'il faut en passer par là, et c'est une bonne chose que le politique que j'élis me promet de réduire mon pouvoir d'achat », ce jour-là, ça changera. Voilà. Donc il y a un peu de travail. Il y a d'abord un peu de travail de sensibilisation auprès de tout le monde. Voilà. On peut prendre un exemple tout bête, dont on entend parler régulièrement, qui est la réduction de la vitesse sur autoroute de 130 à 110. Voilà. Pour moi, c'est vraiment l'image. Le jour où il y aura suffisamment de gens qui se diront « c'est vrai que je préfère rouler à 130, mais il est bon qu'on me l'interdise et qu'on m'impose de rouler à 110 », ce jour-là, on aura fait un travail. D'ici là, eh bien, il faut diffuser au maximum cette information. Il faut qu'on arrive à rentrer dans une dynamique où effectivement on se dit comment est-ce qu'on fait pour rendre le monde de demain désirable. Voilà. Parce que on vous a peut-être fait peur, mais l'objectif c'est pas de se bloquer en se disant ça va être horrible. Non, le monde de demain n'est pas forcément horrible. Par contre, c'est certain que ce ne sera pas le monde de l'hyperconsommation d'aujourd'hui. Pas parce qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que de toute façon, il n'y aura plus de pétrole pour ramener les merdes chinoises, donc on ne pourra plus les acheter. Si ce sujet vous intéresse, pour le coup, le Shift a publié beaucoup de documents à l'usage des politiques. Donc, le PTEF, d'ailleurs, celui-là a été publié juste avant les élections présidentielles. Il propose un panorama général. Mais vous trouvez, par exemple, certains qui ont été faits pour les municipales et qui sont à l'usage des collectivités locales et qui disent, ben voilà, dans une collectivité locale, qu'est-ce qu'on recommande pour une ville sur le plan d'occupation des sols, sur la mobilité urbaine, etc. Et donc, ce qu'on essaye de faire, les shifters, c'est à chaque fois d'aller voir les candidats et de leur dire, on vous rappelle qu'il y a un plan et qu'on a regardé ce qui se passe et qu'il y a des recommandations. Alors après, vous les prenez pas, vous en parlez avec vos électeurs. Effectivement, la décision est souvent prise s'il y a suffisamment de masse critique des électeurs. Mais en tout cas, on essaye à minima d'informer la population et les populations critiques comme la vôtre, et puis d'informer les politiques. Y a-t-il une dernière question? Je suis désolée, on va devoir faire un choix. Personne que j'ai vu en premier. Oui, bonjour, Claudine Georges, enseignante à l'ESA. Effectivement, je rejoins l'étudiant de 5e année. Au niveau des politiques, il nous propose aujourd'hui sobriété et croissance. Et donc, vu ce que vous avez dit, c'est absolument antinomique. Donc justement, voilà, quid de ces propositions qui ne sont pas cohérentes? On ne va pas se cacher un petit doigt. Nous, nos études montrent que, en tout cas, à moyen terme, ce n'est pas possible. Donc, ça ne fait que retarder le problème. D'accord ? Et on préfère, nous, parler de sobriété et emploi. Ce qui est plus intéressant, parce que je pense que expliquer aux gens qu'effectivement, on peut choisir de moins consommer, il n'est pas question de dire ah bah, de toute façon, c'est la cata et tous chômeurs. Quoi, parce que là, ça c'est plus une société qui marche. Donc, ce qu'on propose, c'est de dire sobriété et emploi, c'est-à-dire qu'on redéfinit les emplois de tout le monde dans un nouveau monde. Voilà. Et donc, on garantit, et de la même façon que je vais dire pour la nutrition, ça va être sobriété et alimentation. Il n'est pas question de dire aux gens, ah ben, on a une bonne idée, on va laisser mourir de faim 10% de la population, ça va résoudre le problème. Donc, voilà. Donc c'est bien pour ça qu'on pose les questions dans cet ordre-là. Mais je pense qu'effectivement, là, c'est dans la première partie, c'est très bien expliqué dans le livre que je recommande de nouveau. C'est très bien expliqué qu'il y a en fait croissance et énergie fossile depuis 150 ans sont les mêmes mots. En fait, il n'y a pas de différence entre la croissance et la consommation d'énergie. Et la consommation d'énergie, elle a grandi avec l'énergie fossile. Et encore aujourd'hui, hein, n'oublions pas que
dans les 40 dernières années qui ont vu une croissance phénoménale, c'est 40 années qui ont été poussées uniquement par la croissance de consommation de charbon. La croissance de consommation de charbon, qui est l'énergie la plus polluante de toutes. Et c'est celle qui s'est le plus développée sur ces 40 dernières années. Ce n'est pas le photovoltaïque ou l'éolien, c'est le charbon. Donc c'est ça la croissance. Donc il ne faut pas se mentir, c'est le même mot de dire croissance et de dire consommation d'énergie. Donc à un moment, ça va forcément baisser. Voilà. Bien, merci. Merci pour cet échange. Alors, on se retrouve dans l'amphi, voilà, 5 minutes. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention.